Le Poinçon, un podcast de la BBR. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Côté coulisses. Nous vous proposons de rencontrer deux membres de notre équipe qui se baladent dans nos locaux et font de longues siestes chaque jour. Il s'agit des deux labradors accompagnant quotidiennement nos collègues aveugles ou très malvoyants et dont la présence surprend souvent nos visiteurs, en particulier les enfants. Leur fonction de chien guide permet à nos collègues de se déplacer en évitant les obstacles, trouver les passages piétons, les portes et les places libres dans les transports. Sans plus attendre, parlons chien avec Bertram et Tian. Bonjour Tian, bonjour Bertram. Première question. Depuis quand avez-vous opté pour un chien guide ? Alors, si mes souvenirs sont bons, j'ai eu mon premier chien guide en 96, mais bien sûr que j'ai déjà eu quelques contacts avec des chiens et des chiens guides un peu avant. Alors, pour ma part, moi, c'était en 94 que je voulais avoir un chien guide parce que je faisais des longues marches avec ma canne, puis ça me fatiguait. Et puis, c'est vrai que j'ai aussi connu des gens qui avaient des chiens guides. Je trouvais ça chouette. Et à ce jour, c'est votre combienième chien guide ? Alors, pour moi, c'est mon 4e chien. Donc, j'en ai eu plusieurs avant, donc 2 femelles et 2 mâles. Pour moi, c'est aussi mon 4e, mais donc j'ai aussi eu 2 femelles et 2 mâles. Quels sont les avantages du chien d'assistance ? Je dirais plus d'indépendance, de sécurité. Je dois moins me concentrer sur chaque pas, chaque obstacle. Parce que le chien, quand il voit un obstacle, il l'évite automatiquement. Alors qu'avec ma canne, si je rencontre un obstacle, je dois réfléchir comment je contourne l'obstacle. Alors, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça, sauf que effectivement, quand on a un chien, on peut s'économiser au point de vue énergie à dépenser, parce qu'effectivement, on a moins besoin de se concentrer. Quand on a le chien, il peut voir les obstacles en hauteur et puis il les anticipe, alors qu'avec la canne, on ne peut pas anticiper. On doit rentrer dans l'obstacle pour pouvoir savoir ce qu'on est en train de contourner. Et si on remonte un peu dans le temps, quelles ont été vos premières impressions la toute première fois où vous avez voyagé seul avec un chien guide ? Alors, je dois dire que, en fait, comme j'étais bien préparée avec la première, j'avais pas trop peur. De temps en temps, j'avais un peu peur dans le sens que le chien soit distrait, puis que je me perde un peu au niveau de l'orientation. Mais autrement, j'avais pas trop peur. Ça dépend aussi de comment on se sent avec son chien. Alors moi, je dirais que vu que pour moi, c'était quand même un peu nouveau, au départ, j'ai quand même eu un petit peu d'appréhension parce que c'était quand même tout nouveau, mais j'ai aussi eu mon suivi de l'école, donc après, je me suis assez vite vite habitué. Justement, quelle est la durée d'adaptation d'un chien guide lorsque vous faites connaissance avec, donc les premiers jours que vous passez avec ? Alors, il y a à peu près 2 semaines d'introduction et d'apprentissage. Et puis après, il y a quand même quelques mois jusqu'à ce qu'on soit bien habitué, bien rodé, je dirais. Alors effectivement, c'est 2 semaines, en tout cas les écoles d'où viennent nos chiens. Après, je pense que ça dépend des écoles aussi. Et puis aussi, en tout cas, pour ma part, c'était 2 semaines où on a travaillé sur les trajets du domicile au travail, des trajets aussi qu'on demande à l'instructeur, des trajets qu'on fait souvent. Et puis, est-ce que votre expérience était différente avec chaque chien ou c'est assez similaire au niveau du guidage ? Alors non, c'était différent avec chaque chien parce que chaque chien a son caractère. Donc, et à chaque fois, on doit essayer de connaître le caractère du chien,
on doit essayer de comprendre ce que veut dire le chien, et puis on doit aussi essayer de se faire comprendre du chien. Donc à chaque fois, c'est différent. Oui, effectivement, c'est différent avec chaque chien selon son caractère, selon aussi son rythme sa vitesse de marche. J'ai eu par exemple un chien guide qui allait très très vite, donc là il fallait aussi un petit peu s'adapter. Et puis actuellement, vous faites un long trajet pour venir travailler? Oh oui, tout à fait. J'habite en France voisine, à peu près une dizaine de kilomètres avant Thonon. Donc déjà depuis chez moi jusqu'à la gare de Périgny, je mets à peu près une quinzaine de minutes à pied. Après, je prends le train, donc le fameux Léman Express, jusqu'à Genève-aux-Vives. Puis depuis Genève-aux-Vives, je prends encore le tram, soit jusqu'à Rives ou la Place Neuve, ou depuis là, j'ai encore un petit bout à pied. Alors personnellement, mon trajet est peut-être moins long, mais j'ai aussi un bout à pied depuis chez moi jusqu'à la gare, après le train, l'Intercity qui fait Morges-Genève, puis après le bus, et puis je suis au travail. Donc ça fait en tout, on va dire, une demi-heure aller, ouais, plutôt 45 minutes aller et retour, 45 minutes aussi. Donc si on prend ces longs trajets, où il peut y avoir des travaux ou autres obstacles des fois, comment votre chien vous permet de vous repérer et d'éviter les obstacles? Alors ça dépend comment il a appris à l'école, mais pour éviter les obstacles, comme il les voit à l'avance, donc ça sera à lui de choisir le chemin. Puis nous, ce sera à nous de comprendre pourquoi on est en train de dévier du chemin et ce qui se passe. Alors certaines fois, on arrive à comprendre, des fois, ça ne marche pas toujours. Donc ça arrive qu'on gronde un peu le chien pour savoir qu'est-ce qu'il fabrique, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a quelque chose qui change, soit un obstacle, soit des travaux. Enfin voilà, tout dépend comment on se comprend, quoi, encore une fois. Oui, je confirme un petit peu ce que vient de dire Tiane. Des fois, le chien peut aussi s'arrêter, donc après, c'est aussi à nous de comprendre s'il s'arrête, est-ce que c'est pour un obstacle ou est-ce que c'est pour autre chose. Et puis, sinon, au niveau de l'orientation, on a nos oreilles, moi j'ai encore un reste de vue. Selon aussi comment est l'environnement, le revêtement, ça peut aussi nous donner des indications pour l'orientation. Et puis à ce propos, quelle est la plus belle frayeur que vous ayez eue dans le trafic avec votre chien? Alors moi, c'est une fois en traversant une rue vers la Place Neuve où il y avait un îlot en fait. Et en fait, en voulant traverser la deuxième partie, il y a juste un bus qui m'a passé presque devant le nez du chien et devant moi, en fait. Alors moi, j'ai eu une autre frayeur, c'est que, je raconte un petit peu l'histoire. J'allais dans un magasin quand j'habitais au-dessus de Lausanne. Et dans ce magasin, le patron ne voulait pas que je prenne mon chien. Donc il le gardait à la caisse et pendant ce temps, il lui donnait du chocolat, ce que je ne savais pas. Et puis un soir, je suis rentrée du travail et je suivais un trottoir qui n'était pas vraiment marqué, qui était juste marqué d'une ligne qu'on ne sent pas sous les pieds. Et puis à un moment donné, le chien a dévié sans que je sache. Donc je me suis retrouvée sur la route sans le savoir. Et je l'ai su au moment où j'ai entendu une voiture freiner très fort derrière moi. Donc là, je me suis dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et pourquoi le chien avait dévié ? C'est parce qu'il voulait aller au magasin où il avait reçu du chocolat. Et puis sinon, le comportement le plus improbable, gênant ou drôle que votre chien ait adopté? Alors, j'ai eu une fois, les chiens que j'ai eus adorent monter dans les véhicules. Et une fois, je suis passée à côté d'une voiture dont la porte s'est ouverte juste au moment
où on passait à côté. Et puis, je ne sais pas, pourquoi la porte s'est ouverte. Mais mon chien, voyant la porte s'ouvrir, a sauté sur le siège. Et en fait, il s'est retrouvé à côté d'un monsieur qui, lui, était très, très étonné d'avoir comme passager un chien bien tranquillement assis avec son harnais. Donc voilà. Et puis moi qui essayais de tirer mon chien en dehors de la voiture. Une situation drôle chez moi, donc j'habite dans une maison avec un grand terrain. Et puis il y a un matin, je crois que c'est ma belle-mère qui avait pendu une salopette dehors sur un étendoir. Et puis le chien, il est sorti en courant, il a aboyé cette salopette, en fait, parce qu'il ne savait pas ce que c'était. C'est assez drôle. Une question qu'on nous pose souvent, combien d'années travaille un chien guide? Alors, si le chien a 2 ans et demi quand il arrive chez nous, puis qu'il repart à la retraite vers les 10 ans, à peu près 8, 9 ans, je dirais. Et que font vos chiens une fois à la retraite? Alors, que font les chiens une fois à la retraite? Je pense que là, ils sont choyés. Les gens qui s'en occupent, en fait, ils vont... en fait, voilà, pour dire les choses, le chien qui va à la retraite va dans une famille d'accueil pour chiens à la retraite. Et puis, alors, les gens qui prennent le chien doivent s'engager à s'occuper du chien, à tenir compte du caractère du chien, à lui faire des balades, enfin, des jeux, tout ce que le chien adore, en fait. Hein. Et puis, surtout pas travailler. Voilà, c'est ça la différence. Mais il vit sa vie de chien. Et puis sinon, au jour le jour, quelles sont les particularités pour garder votre guide à 4 pattes en forme? Alors, oui, il y a quand même des directives. Hein. On doit quand même faire attention à ne pas lui donner trop à manger. Et puis, on doit essayer de maintenir son poids, essayer de le promener le plus possible. Alors après, on nous dit souvent, ce qui est demandé, c'est est-ce qu'on sort son chien au moins 1 heure par jour. Mais après, ça dépend aussi de notre temps d'occupation. Si on travaille, on n'arrive pas à faire 3 heures de balade après, hein, ce qui est normal. Mais disons que essayer de faire au mieux pour le maintenir en forme et surtout pas trop donner à manger, ça c'est important. Ouais, comme disait Yann, des balades régulières. Et puis je pense que si de temps à autre, en tout cas 1 fois par année, aller chez le vétérinaire pour déjà pour les vaccins et puis aussi pour une visite de contrôle. Et si on voit autre chose, aller chez le vétérinaire pour un contrôle intermédiaire. Ensuite, un point important, est-ce que les gens peuvent approcher un chien guide lorsqu'ils vous guident? Ils peuvent s'approcher et puis nous s'adresser la parole à nous. Mais par contre, c'est important qu'ils ne commencent pas à caresser le chien, à lui adresser la parole, à lui donner à manger, parce qu'à ce moment-là, le chien, il est distrait dans son travail et puis pourra moins bien guider. Oui, alors moi j'ai une anecdote par rapport à ça. J'avais une amie qui avait un chien guide et puis qui s'est reçu 3 fois de suite un poteau parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui faisait des signes au chien pendant que le chien guidait et il était distrait. Et donc la fille s'est reçue 3 fois un obstacle dans la figure. Bon, la 3e est tombée dans les pommes. Et à la fin, elle a dit « Je ne veux plus de ce chien, j'ai plus confiance. » Mais c'était pas de la faute du chien, je pense pas. À ce propos, est-ce qu'on vous pose souvent des questions dans la rue, dans les transports? Est-ce que vous êtes souvent interpellé? Oui, bien sûr. Le chien guide est souvent le premier sujet des discussions. Puis les gens demandent souvent quelle race c'est, quel âge il a, combien de temps on l'a, etc. Bah, il faut dire aussi que le chien, c'est un facilitateur pour les contacts, parce qu'en fait, comme les gens n'arrivent pas à nous regarder, nous,
à nous faire des clins d'œil. Souvent, ils vont s'adresser en premier lieu aux chiens, ce qui permet à nous d'intervenir et puis de continuer la conversation. Mais c'est un facilitateur de contact, en fait. Au niveau des accès, est-ce que les chiens guides sont acceptés partout? Restaurants, magasins, transports? Alors, c'est un peu difficile parce qu'en fait, en théorie, ils sont admis, acceptés partout, mais des fois, c'est pas toujours. En pratique, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai une fois un cas où, dans un restaurant ou dans un cinéma, on voulait pas tellement me laisser rentrer avec le chien guide. Et puis aussi, une fois dans une Migros, je devais laisser le chien guide à la caisse. Alors, j'ai eu aussi le même souci. Et puis, on n'est pas les seuls, puisque... Alors, ça dépend aussi de quel pays on parle. En Suisse, il n'y a pas vraiment de loi. Cependant, il y a une ordonnance qui existe, qui dit que les chiens guides... en fait, c'est dit comme ça, les chiens ne sont pas autorisés dans les magasins, sauf les chiens guides. Donc, c'est pas très clair du coup. Mais normalement, les chiens guides peuvent aller partout, même dans les boucheries, même dans les boulangeries, bien qu'il y en a qui ne le sachent pas. Alors, voilà. Voilà, j'ai terminé mes questions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un point qui vous semble important ou une remarque. Je dirais que le chien guide, c'est déjà un animal, donc c'est aussi une compagnie. Et puis c'est un animal, donc c'est pas non plus une machine. Donc il peut aussi des fois faire des erreurs ou être moins concentré ou moins être à l'affaire. Oui, alors je peux aussi continuer là-dessus. C'est qu'effectivement, comme c'est un animal, il a aussi le droit de faire des erreurs, il a aussi le droit de jouer, il a aussi le droit d'être un chien tout bête, c'est-à-dire libre. Et ça m'est arrivé de lâcher mon chien et d'avoir une personne qui m'a dit « Mais il ne travaille pas bien, votre chien ?» parce que je l'avais lâché, puis elle jouait, elle faisait la folle. Ben oui, elle ne travaille pas, c'est normal qu'elle ne travaille pas bien. Elle est en train d'avoir sa récréation, voilà. Nous voici à la fin de cette interview canin. Merci Tian, merci Bertram pour ces diverses informations sur le quotidien avec un chien guide. Au plaisir de vous retrouver sur notre chaîne podcast pour d'autres épisodes. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.